Bonjour Eva Sas, bonjour à tous. Bonjour. Je précise que vous êtes aussi député Europe Écologie de Paris, Europe Écologie Les Verts. Vous faites partie du camp des contestataires de la réforme des retraites. La colère ne retombe pas. Néanmoins, est-ce que vous sentez une inflexion dans le discours présidentiel? En tout cas, je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite me rencontrer, a dit hier Emmanuel Macron. Est-ce que vous sentez un changement de ton? J'aimerais, mais je ne crois pas, non, parce que Emmanuel Macron prend déjà les Français pour des imbéciles depuis longtemps en répétant que la réforme est nécessaire, alors qu'ils ont très bien compris que la réforme des retraites n'était pas nécessaire et pas urgente. Et là, il prend le mouvement... Il y a un débat là-dessus. Certains disent, même ceux qui ne sont pas d'accord avec la réforme, qu'il y a une réforme nécessaire, même si ce ne serait pas celle-là, selon eux. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Nous avons circonscrit le problème. Aujourd'hui, le régime des retraites est excédentaire. En 2070, il reviendra à l'équilibre dans un scénario sur deux. Il y a un déficit temporaire de 10 à 15 milliards entre 2017 et 2040. Et nous avons fait des propositions de financement alternatives. Donc il y avait tout à fait une autre façon en fait, de financer ce léger déficit que de faire les 64 ans. Donc il ment aux Français sur ce point-là. Et là, il fait un semblant d'ouverture, mais ce n'est que dans les paroles. Pourquoi un semblant? Pourquoi dites-vous un semblant? Il ne voulait pas recevoir les syndicats. Il dit aujourd'hui, je suis prêt à les recevoir. Ce n'est pas un semblant. Il y a un vrai changement de ton, en tout cas. Parce que ce que Laurent Berger demande, c'est, comme il dit, une pause, c'est-à-dire la suspension de la mesure des 64 ans. Et ce que lui répond aujourd'hui le président, c'est de dire venez discuter, on va discuter d'autres choses, de l'usure professionnelle, et il maintient les 64 ans. Donc ça ne répond pas du tout à la demande syndicale. Et une fois de plus, c'est prendre là le mouvement syndical pour des imbéciles. Mais vous pensez vraiment que discuter, ça ne veut pas dire qu'il y aurait éventuellement une volonté, un bouger, comme disent certains partisans du président Macron? Lui-même, dans son interview, a dit si les syndicats m'avaient proposé un compromis, par exemple, sur 63 ans et demi, vous avez entendu comme moi cette phrase, vous n'imaginez pas une sortie de crise sur éventuellement une concession que pourrait faire le gouvernement? Écoutez, je l'espère parce que ce serait la seule décision responsable. La seule décision responsable pour apaiser le pays, c'est de retirer les 64 ans et de se remettre autour de la table pour dialoguer. Mais le préalable, c'est le retrait des 64 ans. Il n'y aura pas d'apaisement dans le pays sans cette décision. C'est une condition sine qua non. Absolument. Le président n'arrête pas de parler de responsabilité. Il dit qu'il est responsable. S'il est vraiment responsable et qu'il veut ramener la paix dans ce pays, eh bien, il faut qu'il retire les 64 ans. Alors, les conséquences de la contestation de cette réforme, ce sont des manifestations rudes, parfois violentes. On entendait dans le journal de 7h30 que Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, notamment, a saisi l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, suite à une possible scène de maltraitance de la part de policiers envers des manifestants. Est-ce que vous dites, vous, qu'il y a deux poids, deux mesures et qu'aujourd'hui, la violence viendrait plus des policiers que des manifestants? Ce qui est sûr, c'est en tout cas, quand il y a des violences policières, il faut évidemment les sanctionner. Est-ce qu'il y a de la violence de l'autre côté? Je vous ai peut-être mal posé la question. Est-ce que vous constatez qu'il y a une grande violence de la part des manifestants? Il y a une grande violence dans le pays aujourd'hui et elle est due entièrement au président de la République. Et il avait été alerté à plusieurs reprises sur le fait que s'il poursuivait dans cette voie, eh bien, nous allions tout droit au chaos. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le premier responsable, c'est le président de la République. Après, ce que je constate, c'est que le Conseil de l'Europe a alerté la France et s'est dit inquiet d'un usage excessif de la force de la part des forces de l'ordre, que Reporters sans frontières alerte aussi sur le fait qu'il y a des violences contre les journalistes. Donc je crois effectivement qu'il y a une dérive à laquelle il va falloir vraiment mettre fin. Il y a eu plus de 400 policiers et gendarmes blessés jeudi, a rappelé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Encore une fois, est-ce que la violence, elle n'est pas des deux côtés? Est-ce que le seul responsable est le gouvernement? Est-ce que cette violence, elle n'est pas aussi attisée par certains députés, dont vous ne faites pas partie, qui ont pu considérer que la fin justifiait les moyens? Il y a eu aussi de la violence dans le débat politique, on ne va pas rappeler les exemples. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de cette ambiance très violente que nous vivons aujourd'hui? Il y a une ambiance très violente. Et qui n'est pas simplement la faute du gouvernement, peut-être. C'est quand même d'abord, la faute du gouvernement, parce que c'est un passage en force, c'est quand même inédit. C'est un problème démocratique qu'on est en train de vivre. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un président essaye de passer en force contre l'opinion publique
contre la majorité à l'Assemblée, contre le Front syndical uni. Donc forcément, c'est une violence qui est exercée contre la société. Et moi, je ne suis pas étonnée de la réponse que vient donner la société. Malheureusement, il y a des débordements des deux côtés. Nous sommes non violents, les écologistes sont non violents, comme vous le savez. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Mais malheureusement, je constate tout le monde est comme que... vous, au sein de la NUP, au sein de la gauche plurielle? Moi, je parle pour les écologistes. Donc, mais vous regrettez certains propos. Alors, je vais vous donner un exemple sur le report de la visite de Charles III, oui, le roi d'Angleterre. La réunion des rois à Versailles dispersée par la censure populaire. Je cite Jean-Luc Mélenchon. Le peuple français s'est effrayé tous les monarques, qu'ils soient à Buckingham ou à l'Élysée. Manon Aubry, députée européenne LFI. Est-ce que ce sont des propos que vous auriez tenus, Madame Sas, vous qui êtes députée écologiste? Alors, non, mais en l'occurrence, ce n'est pas des appels à la violence. Donc, je pense qu'on a parfois des différentes façons de s'exprimer. Nous souhaitons le faire, effectivement. Il y a une référence un petit peu latente à la Révolution française, quand même. Oui, mais parce qu'une fois de plus, c'est la démocratie qui est en danger aujourd'hui. Moi, je le partage, ce point de vue. Je trouve que ce n'est pas possible d'accepter cela. Et que quand on a utilisé toutes les armes démocratiques, et d'ailleurs, nous continuons à les utiliser. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel. Nous avons lancé collectivement un référendum d'initiative partagée. Nous continuons avec tous les outils institutionnels qui sont à notre disposition. Mais je ne peux que comprendre la réaction des Français devant ce passage en force qui est inédit dans l'histoire. Alors, on va parler d'un autre dossier. Vous êtes une députée écologiste, vous êtes là. Ça veut dire que vous n'êtes pas à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, contrairement à beaucoup de vos amis qui vont protester. Et là aussi, on s'attend sans doute à des manifestations, on l'espère que ce ne sera pas le cas, mais peut-être violentes, avec peut-être des affrontements. 3000 policiers sont mobilisés. On a retrouvé, c'est la préfète des Deux-Sèvres qui le disait, des objets comme des mortiers, des couteaux parmi les manifestants qui vont venir protester contre ce projet de méga-bassine. Est-ce que là encore, la fin justifie les moyens et il faut tout faire, y compris y aller violemment pour empêcher ce projet ? Une fois de plus, nous n'appelons jamais à la violence. Par contre, nous partageons la méthode de la désobéissance civile que nous avons utilisée à plusieurs reprises dans l'histoire. Et je pense, avec raison, nous sommes des lanceurs d'alerte et nous continuerons à être des lanceurs d'alerte. Quand nous fauchions les OGM en 2004-2005, eh bien, quelques années après, 1 ou 2 années après, les OGM ont été interdits. Eh bien, je pense que ces méthodes, elles sont nécessaires. Donc l'action de Radical, elle obtient des résultats. Oui, elle obtient des résultats. Et là, on voit que, ça a été dit d'ailleurs par quelqu'un dans le reportage précédent, il y a 2 problèmes avec les méga-bassines. C'est que, c'est une fuite en avant aujourd'hui au lieu d'adapter le modèle agricole et d'aider les agriculteurs. Et qu'on est aujourd'hui là dans un problème démocratique aussi. Nous avons utilisé tous les dispositifs de l'état de droit et la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est de pouvoir manifester. Mais les agriculteurs, ils disent de bonne foi qu'ils ont besoin de ces grandes retenues d'eau pour leur culture, pour nourrir les Français, pour l'élevage, pour l'agriculture. En quoi cela n'est pas recevable? Ils ont aussi des arguments. Ils ne sont pas, et certains se disent aussi écologistes que vous, finalement. À leur manière, alors bien là, sûr. Pour le coup, sur ce cas-là, je pense que ça se discute. Il faut comprendre ce que c'est qu'une méga-bassine. Ce qui est prévu, c'est 16 méga-bassines. Chaque méga-bassine, c'est l'équivalent de 8 terrains de football. Et il ne s'agit pas de recueillir l'eau de pluie, il s'agit bien de pomper les nappes phréatiques. Ce qui est en jeu là, c'est le partage de l'eau, le juste partage de l'eau. On est devant des sécheresses qui se répètent. On l'a vu l'été dernier. Malheureusement, je crains que nous allions devant un été où la sécheresse va aussi se généraliser. La question de savoir qui peut utiliser l'eau, comment elle peut être répartie, ça ne peut se passer que dans un cadre démocratique et partagé. Ça ne peut pas être la captation par quelques agriculteurs d'une ressource qui est à tous. Et donc, vous préconisez d'autres solutions pour l'agriculture aujourd'hui, qu'elle trouve de l'eau, même s'il n'y en a pas, et qu'elle ne compte pas sur ces méga retenues d'eau qui peuvent leur servir, le cas échéant, à sauver leur culture. Absolument, il faut adapter notre modèle agricole, il faut que les sols soient mieux hydratés, ça veut dire utiliser moins de pesticides, il faut aller vers d'autres cultures qui sont moins d'eau, en fait, c'est moins consommatrices d'eau, effectivement, et aller vers un élevage raisonnable, manger mieux et moins de viande. Allez, un dernier mot, vous êtes député de Paris, je le rappelle, on voyait dans le journal de 7h30... ce qui se passait pour les déchets et la collecte des ordures à Paris. Il faut que ce mouvement cesse. Vous êtes pour que, aujourd'hui, les ordures soient ramassées dans Paris, d'une façon ou d'une autre?
Je pense que d'abord, il ne faut pas casser le mouvement de grève et il faut être à leur côté parce qu'ils représentent les Français et qu'il faut que les Français soient entendus. Après, bien sûr, il faut que la salubrité soit maintenue dans Paris. Donc, il y a un juste équilibre à trouver entre les deux. Et la mairie de Paris doit quand même faire un geste, doit quand même enlever les ordures aujourd'hui ou non? Aujourd'hui, il y a de nouveau, ils viennent de mettre fin au mouvement social, donc il va y avoir de nouveau des bennes qui sortent et la mairie de Paris est très attentive au fait qu'on maintienne des conditions de sécurité et de salubrité dans Paris. Donc j'ai toute confiance en fait à la gestion de la crise par la mairie de Paris. On vous a entendu. Merci beaucoup Eva Sas, députée Europe Écologie Les Verts de Paris et porte-parole du mouvement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Eva